Alors bonjour, je m'appelle Éric Kaïja Guerrier, Guerrier étant mon nom de famille, Éric Kaïja étant mes deux prénoms. J'écris des livres, je fais des disques, je fais des concerts, et je fais ça depuis quelques années maintenant déjà. Pendant très longtemps avec un groupe strasbourgeois qui s'appelle Whippers Circus, pendant 25 ans, et puis maintenant tout seul. Donc voilà, j'occupe mes journées à essayer de mettre des mots et des sons en forme. J'ai fait des études de philosophie et puis j'ai eu la chance d'avoir fait ces études à une époque où Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy étaient encore là. Donc j'ai eu la chance d'assister à leur séminaire et à leurs cours. Ça a été quelque chose d'assez fort, d'assez touchant. Et c'est même Philippe Lacoue-Labarthe qui m'a dirigé en maîtrise et en DEA. Ça correspond maintenant à Master 1 et 2. À l'époque, ça s'appelait maîtrise et DEA. Et ensuite, j'ai commencé une thèse de doctorat à l'école pratique des hautes études à Paris, où j'ai travaillé sur la franc-maçonnerie, enfin sur un sujet très précis consacré à la thématique de la franc-maçonnerie. Mais c'est une thèse que j'ai abandonnée assez vite parce que c'est contemporain à la période où, avec Whippers Circus, nous sommes devenus professionnels de la musique. Et donc, j'ai dû faire un choix, et le choix a été vite fait d'opter pour la musique plutôt que pour l'école pratique des hautes études. Mon rapport à l'Alsace vient de ma famille, vient de mon héritage culturel. Je suis né dans une famille dialectophone. J'ai moi-même appris le français à l'école uniquement. J'ai été dialectophone, ma langue première, c'est l'alsacien, jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Je suis issu d'une famille de pasteurs depuis le XVIIe siècle, dans différents branchements de la famille d'ailleurs. Et puis même moi-même, j'ai épousé une femme pasteur, il fut un temps. Et j'ai un cousin aussi qui est prof de théologie, enfin bref. Tout ça pour dire que je berce vraiment dans le milieu luthérien alsacien qui est, il faut le dire, volontiers germanophile et dialectophone et dialectophile. Donc j'ai bercé là-dedans. Bien sûr, vers 14-15 ans, j'étais dans un rejet de ça, mais ça n'a pas duré très longtemps, et maintenant je suis très militant de ça. C'est-à-dire que je suis extrêmement sensible au questionnement de ce qu'est l'identité alsacienne, ou ce qu'elle devrait être. D'ailleurs, je n'ai pas de réponse à cette question, mais également de la culture produite en Alsace par les Alsaciens, et comment elle se définit par rapport à ce que serait un invariant traditionnel alsacien. Donc je suis très préoccupé par tout ça, très passionné par tout ça. Je parle toujours l'alsacien plus très bien. Je ne peux tenir qu'une conversation de rue avec quelqu'un, mais pas une conversation intellectuelle, ni littéraire, ni artistique, c'est trop compliqué, mais une conversation ordinaire chez le boulanger, ça je sais faire. En tous les cas, j'ai cette passion et cet amour de l'Alsace qui est très présent. Je suis même assez... Je vais lâcher le mot qu'il ne faut pas dire, le mot qui est interdit. Je suis assez régionaliste. Voilà, je ne milite pas, je ne suis pas dans un parti, je n'ai pas de carte de membre d'un parti politique régionaliste, mais je suis très sympathisant des mouvements régionalistes alsaciens. Donc on peut polémiquer sur cette sympathie que j'ai, mais en tous les cas, elle est là, elle est présente, et elle est à la fois affective et intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux aspects. L'Alsace a une véritable incarnation, une incarnation, et une dimension transcendante. C'est les deux pôles, à la fois une incarnation et une transcendance, qui s'ancre dans quelque chose qui vient de loin, qui s'est toujours redéfini dans un contexte donné d'une époque, que ce soit de par des considérations culturelles ou politiques, ou parfois les deux, puisque parfois elles sont liées. Ce qui est évident, c'est que je crois aux invariants traditionnels. Et je crois que là, dans l'Alsace, nous sommes dans ce cas-là. Contrairement à ce qu'a prétendu Manuel Valls, il y a un peuple alsacien. Voilà, j'en suis convaincu. Alors après, si on me demande comment définir l'alsacien, comment définir la culture alsacienne, j'en suis incapable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le sens. J'ai une intuition de la chose, mais je suis incapable de mettre des mots dessus. C'est très compliqué pour moi. On peut être alsacien sans parler l'alsacien.
Pour moi, peut-être qu'être alsacien, c'est simplement se sentir affectivement, intellectuellement, dans le cheminement de quelque chose qui vient de derrière nous et qui avance devant nous. Euh, c'est ce que j'appelle la transmission. Donc peut-être que c'est ça, être alsacien. Mais spécifiquement, dans les données, à la fois incarnées et transcendantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, locales. L'histoire du luthérianisme en Alsace est très importante. Elle a marqué l'Alsace, elle en est imprégnée. Elle m'a imprégné moi. Je suis d'héritage culturel luthérien. Je ne partage pas les convictions théologiques de Martin Luther de façon totale. Bien sûr que non. C'est un homme du XVIe siècle qui a eu parfois des positions inacceptables à mon sens, notamment à l'égard des Juifs. Mais il y a quelque chose qui transpire quand même dans le luthérianisme en moi, quoi. En tout cas, dans quelque chose qui touche au protestantisme théologique, même si moi, d'un point de vue purement rituelique, je vais lâcher le mot, rituelique ou liturgique, je suis plus sensible disons, à la geste romaine. Parce que je suis un homme de spectacle. Mais c'est-à-dire que, attention, je crois que la liturgie n'est pas un spectacle. Je crois que la liturgie est, encore une fois, je réutilise un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, la liturgie est un invariant traditionnel. Et cet invariant traditionnel déclenche un processus que j'appelle ésotérique, qui est inconscient, plus ou moins inconscient, et qui révèle des réalités suprasensibles à travers le geste, la parole, le symbole de la liturgie. Et je trouve que dans le catholicisme, il y a cette dimension-là. C'est vachement intéressant, je trouve. Je prends un exemple tout bête. Le culte marial, par exemple, auquel je n'adhère pas, d'un point de vue théologique. Mais il y a, dans ce culte marial, un archétype qui je trouve très intéressant, qui est le culte, finalement, de la déesse mère, qui est un invariant universel, qui est le culte de la déesse Isis, qui est Ishtar en perse, qui est dans différentes traditions comme ça. Et donc c'est pour ça que je prends quand même au sérieux cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on est face à un concept symbolique qui fait sens. On ne touche pas au statut concordataire. Voilà. On n'y touche pas. Il faut maintenir ce statut concordataire. Je ne peux pas argumenter. Je n'ai aucun argument valable, parce qu'il n'y en a pas. Mais je maintiens que je veux ce statut concordataire, que ce statut concordataire soit maintenu, et même qu'il soit étendu à toute la France. Je crois que la création contemporaine, par exemple, en Alsace, dit quelque chose de l'Alsace, même si cette création contemporaine n'est pas folklorique, si vous voulez. Je prends un exemple. Il y a une association à Strasbourg qui s'appelle la Sauce Piquante, qui c'est un label musical, et dans lequel il y a des différents groupes, et qui sont très inspirés par la musique orientale. Et ben, ils sont alsaciens pleinement pour moi, même s'il y a une influence orientale. Donc pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité par rapport à ça. Il y a tout un tas d'artistes comme ça qui créent aujourd'hui en Alsace, qui sont alsaciens, mais qui ne s'inscrivent pas consciemment dans la filiation folklorique, si vous voulez. Je fais une différence entre la tradition et le folklore. C'est pas tout à fait la même chose. Et ceci dit, je suis très sensible au folklore. Mais résumer l'Alsace contemporaine au folklore, ça serait en faire un pays poussiéreux, ce que l'Alsace n'est pas, poussiéreuse. Donc, le folklore fait sens, mais il n'est pas seul. Le théologico-religieux fait sens, mais il n'est pas seul. La langue fait sens, mais elle n'est pas seule. Il y a une espèce de concordance des temps, une concordance des esprits et des âmes, qui fait que quelque chose qui respire comme ça. Mais je ne pourrais pas le définir. Vous parliez de sentiment. Oui, il y a un sentiment chez moi, mais il y a aussi quelque chose de très intellectuel, mais que j'arrive pas à conceptualiser. Donc j'ai un blocage. Et puis, parallèlement à tout ça, il y a une création dialectophone, dialectophile, folklorique, toujours très vivace dans notre région,
même si malheureusement l'alsacien est en train de disparaître et que progressivement les dialectophones sont un peu les derniers des Mohicans. Mais il y a quand même quelque chose encore qui reste comme ça, qui frétille encore. Et ça me réjouit. Moi, l'Alsace que j'aime, c'est une Alsace assez romantique, qui n'a peut-être jamais existé, mais qui existe dans ma tête, quoi. Ça part des mystiques rhénans, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affection pour Maître Eckhart, pour Tauler, pour Merswin, pour les amis de Dieu de l'Oberland, qui ont marqué le XIVe siècle rhénan et européen, par conséquent, parce que ça a vraiment rayonné, jusqu'à l'Empire allemand. C'est-à-dire que j'ai une affection particulière. Je vais me faire des ennemis, je le sais. Ich weiß es. Mais la période 1871-1918 a été une période extraordinaire pour l'Alsace. Parce qu'au sein de l'Empire, qui n'était pas un champion de la démocratie, mais enfin qui avait quand même ses qualités, au sein de l'Empire, l'Alsace avait son autonomie. J'aime beaucoup la Neustadt. D'ailleurs, l'un de mes albums solo est un album concept entièrement consacré à la Neustadt. Chaque titre, chaque chanson, enfin, ce sont que des instrumentaux, sont consacrés chaque fois à un bâtiment ou à un quartier de la Neustadt. Enfin, un sous-quartier de la Neustadt. Je suis germanophile. Et que pour moi, la culture allemande est une culture extraordinaire et que ça me fascine, quoi. C'est pas le Kaiser qui me fascine, hein. C'est plutôt Hegel, Schelling, Novalis, Rilke, tout le romantisme allemand, la mystique allemande, la franc-maçonnerie allemande, l'Aufklärung allemand, l'illuminisme allemand, c'est tout ça qui me fascine. Et je trouve que quand on se balade dans la Neustadt, ça respire encore ça, quoi. Il y a encore ça de présent, quoi. Il n'y a pas seulement le militarisme prussien qui est présent, il y a toute cette Seele, quoi, toute cette Geist de l'Allemagne qui est encore là, quoi. Sans pour autant rejeter la France. C'est-à-dire que je suis également un amoureux de la France, de la culture française. Pas du jacobinisme, par contre. Je rejette le jacobinisme. Je suis plutôt un girondin qu'un jacobiniste. Mais les Girondins ont perdu la partie, il faut dire ce qui est. Au sein de l'empire ce qu'on appelait le Deuxième Reich, ou le Deutsches Kaiserreich, c'était pas jacobin. Voilà. Au moment de la cession à l'Allemagne de l'Alsace par la France, en 71, ça avait créé de vifs débats au sein des loges. Il y a eu des gros problèmes, des gros soucis entre les loges francophiles et les loges germanophiles, celles qui sont parties à Paris, qui ont quitté l'Alsace, d'autres qui se sont créés en Alsace. Le temple historique qui se trouve rue du Maréchal Joffre, à Strasbourg, pas très loin de la BNU, a été construit sur ordre de Guillaume Ier pour les francs-maçons de Strasbourg, mais les francs-maçons germanophiles. Donc oui, ça a été un vif débat. N'en parlons pas, en 40, ça carrément, c'est encore différent, parce qu'avec le nazisme, la franc-maçonnerie a été interdite et pourchassée. Donc la question ne se pose pas. Mais en 71, ça a été un vif débat au sein des... Mais même avant déjà, hein, sous Napoléon, tout ça, ça a déjà été très très compliqué. Avec les frères de Turkheim, avec Frédéric Rolfes Salzmann, je ne retrouvais pas son nom. Ça me gêne d'autant plus que j'ai publié un livre qui parle de Frédéric Salzmann et des frères de Turkheim. Sur cette question maçonnique, justement. Oui, Strasbourg a été une plaque tournante de l'influence d'un mouvement maçonnique allemand qui s'appelait la stricte observance templière et ce qu'on appelait le régime de Lyon, avec les Villermoz, Saint-Martin, Martinez de Pasquali, et en Allemagne avec le baron von Hund. Et Strasbourg, par notre ami Salzmann et les frères de Turkheim, ont fait la jonction entre les deux. Et c'est la démonstration de mon livre, c'est que la franc-maçonnerie dite du rite écossais rectifié, qui est une franc-maçonnerie christique, chrétienne, a une influence prépondérante des mystiques rhénans, par justement Salzmann et les frères de Turkheim, qui lisaient Jacob Böhm, donc toute la mystique allemande, qui lui-même était influencé par Maître Eckhart. Donc il y a toute une filiation qui s'est faite par Strasbourg. Strasbourg et Lyon étaient deux grands pôles comme ça de la franc-maçonnerie locale. Sincèrement, si on pouvait continuer de parler l'alsacien, ça serait bien, quoi. J'en serais ravi.
Si les gens pouvaient continuer de savoir qui était Maître Eckhart, ça serait bien. Ou Gutenberg, ou l'humanisme rhénan, ça serait vraiment bien. Et malheureusement, si j'interroge l'Alsacien de la rue, je doute qu'il ait quelques connaissances de ça. Même celui qui parle alsacien. Il y a 2 types de franc-maçonnerie. Je taille vraiment au burin, là, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a la franc-maçonnerie sociétale et la franc-maçonnerie spirituelle. La franc-maçonnerie spirituelle, c'est pas sa question, c'est pas son affaire. Elle ne se préoccupe que de questions ésotérico, mystico, traditionnalo, d'accord. Donc la question d'Alsace ne l'intéresse pas, sauf à aborder des grands mystiques allemands, enfin des grands mystiques locaux. Et puis la franc-maçonnerie sociétale, qui se préoccupe que de choses qui relèvent du politique et du social. Franchement, la question d'Alsace, ça l'intéresse pas tellement, quoi. Et je le constate de façon empirique. Et je le regrette. Je le regrette. Alors, c'est pas ma franc-maçonnerie, celle-là. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis dans l'autre. Mais il n'empêche que il n'y a pas tellement de préoccupations et de réflexions sur la question d'Alsace, la place de l'Alsace, de l'identité locale, etc. C'est pas tellement son affaire. Et c'est dommage. On trouve des loges un peu partout, ouais. Essentiellement à Strasbourg et Mulhouse et Colmar, mais pas seulement. Pas seulement. À Strasbourg, je sais qu'il y en a à peu près 1200, 1300, une cinquantaine de loges, une dizaine d'obédiences. Une obédience étant une fédération de loges, chaque loge appartenant à une obédience, dont tous les sièges sont toujours à Paris, pour la plupart. Mais j'ai pas de chiffres pour l'Alsace. La franc-maçonnerie a joué un rôle considérable à Strasbourg au XVIIIe siècle, notamment dans le cercle politique et intellectuel de l'époque. Le maire de Dietrich, par exemple, était franc-maçon. Au moment où Rouget de Lille chante la Marseillaise dans les salons d'hôtel de ville de Dietrich, les deux sont francs-maçons. Ils savent très très bien qui est l'un pour l'autre par rapport à ça. Frédéric Rodolphe Salzmann avait joué un rôle important au niveau politique, les frères de Turckheim aussi. Et puis il y avait toute une ribambelle de gens qui étaient très... À l'époque, la franc-maçonnerie était très influente politiquement. Ça a été le cas à Strasbourg au XVIIIe siècle, mais ça a été le cas aussi sur la Troisième République en France. L'accueil de l'autre, ça c'est... Ça, c'est le genre de truc bobo, humanisto, je sais pas quoi, l'accueil de l'autre. C'est très fatigant, l'accueil de l'autre. Je veux pas que l'Alsace devienne une espèce de méta-région fondue dans une espèce de république française où tout serait dans tout avec un relativisme ambiant. Putain, on va à Strasbourg, on va bouffer au McDo, quoi. C'est quand même incroyable, ça. Il y a un McDo à Strasbourg. Putain, mais ça devrait être interdit. Qui n'est pas contre l'accueil de l'autre? Une fois qu'un carré, c'est un carré. Je veux dire, un triangle, ça a 3 côtés. On n'a rien dit une fois qu'on a dit ça, l'accueil de l'autre. Moi, je suis pour l'accueil de l'autre à condition que l'autre me respecte. Sinon, je suis pas pour l'accueil de l'autre. Donc voilà, quoi. Quand je vois que Erdogan, il a ses pions placés à Strasbourg dans la communauté turque, non, moi, je suis pas pour l'accueil de l'autre dans ce sens-là, quoi. Ils sont en train de nous construire une gigantesque mosquée à la solde d'Erdogan, avec l'aval du maire. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Non. Parce que cet islam-là, j'en veux pas. Si je rassemble tous les petits éléments épars, ça donne pas un ensemble cohérent. C'est-à-dire que la langue, l'héritage, la transmission, tout ça fait quelque chose de l'identité alsacienne, mais comment la définir? Je ne saurais dire, je ne sais pas. Et je bute vraiment devant cette question-là. Je n'arrive pas à me la conceptualiser, à me la rationaliser, à la comprendre. Et c'est pour ça que je suis très à l'écoute de gens qui ont des réponses à ces questions-là, parce que moi, je n'en ai pas. Je crois qu'il y en a une, mais je ne sais pas comment la conceptualiser. On se retrouve dans un bond en avant aujourd'hui, avec cette chose honteuse qu'est le Grand Est, que je récuse catégoriquement, et je suis contre le Grand Est. Je veux que l'Alsace sorte du Grand Est, je veux que l'Alsace retrouve son indépendance totale, administrative et juridique, enfin tout ce qu'on voudra. Voilà. Il y a un impensé